contente de pouvoir faire ce débat dans cette deuxième journée du Forum Brésil-Afrique avec ce thème qui est du climat et des transformations, les réponses du Sud global, un thème qui en fait passe par tous les autres dialogues, toutes les tables qu'on a organisées ici jusqu'à présent. Et plutôt quand on parlait ce matin sur ce thème du climat, du développement durable, ce thème était présent toujours. Maintenant, on va l'approfondir un peu. Nous, les pays du Sud global, on détient le plus grand stock de forêts tropicales préservées, ce qui représente plus de la moitié de la biodiversité du monde, et une richesse en flore et en faune, c'est incalculable. Et maintenant, je ne peux pas manquer de poser cette question à Maria Beatriz, qui est fondatrice et créatrice de Green Rio, qui travaille ce thème depuis très longtemps. Donc, je voudrais que vous partagiez avec nous quelles sont les stratégies, comment vous voyez les stratégies collaboratives qui peuvent être diffusées pour protéger les forêts du Brésil et d'Afrique. D'abord, je vous remercie de cette invitation. C'est un honneur d'être ici, très bien accompagné, avec un public tellement sélectionné et très intéressé à ce thème, et surtout d'avoir la possibilité de discuter ce partenariat Brésil-Afrique. Félicitations pour cette initiative. Brésil et Afrique, les deux plus grandes forêts, les Green Forests, sont justement au Brésil et en Afrique. C'est la plus grande diversité de la planète. Et nous utilisons très peu le potentiel qu'elle a. Vous me demandez quel partenariat on pourrait établir. Recherche et développement, sûrement. C'est fondamental d'avoir ces scénarios macro de recherche et de développement. Et j'ai la satisfaction de faire partie de ce groupe qui a créé un Green Forest Business Group, qui est une école d'affaires de Green Forest. Et je voudrais justement l'opportunité d'être ici pour dire que la proposition de cette initiative, c'est justement de partager et optimiser le potentiel que nous avons. Parce que soit le Brésil, soit l'Afrique, nous utilisons seulement 1% de ce potentiel. Je donne un exemple très clair. Et pourquoi je dis 1% en découpage phytothérapique? Par exemple, le marché des phytothérapiques, c'est 16 milliards de dollars. Et le Brésil n'utilise qu'1% de ce marché et importe de matériel phytothérapique. Ça, c'est un exemple simple. Pour la recherche et développement, je vais parler de l'économie bleue. Il y a une recherche faite à l'Université de Rio et le Sénat et l'Université fédérale. C'est un composant des coquilles Saint-Jacques. Si on continue ces recherches, peut retarder les métastases. Donc, c'est un détail de l'économie verte et de l'économie bleue. Combien on peut grandir dans cet aspect, dans ce scénario. Donc, la recherche avec l'Imbrapa, ça, c'est une occasion aussi de l'économie bleue en Afrique. On a la même opportunité parce qu'il y a l'océan Atlantique qui nous unit, la mer Méditerranée, la mer Rouge. Donc, si on travaille, moi je parlais à Maria Teresa tout à l'heure, si on peut calculer combien ce partenariat Brésil-Afrique aura un impact global extraordinaire. Et cet événement peut être un grand catalyseur de cette transformation globale qui ne peut plus attendre. C'est maintenant. Il faut avoir ce compromis maintenant. Excusez-moi si j'ai trop parlé. Non, très bien. Et on va revenir à ce thème de l'économie bleue. Mais maintenant, je passe ma question à Mr. Kenneth. Dans le secteur privé, à partir de ce point de vue, comment la société civile peut collaborer afin de libérer certains mécanismes financiers et des appuis qui puissent explorer
mieux les aspects de l'économie bleue. D'abord, merci beaucoup de cette invitation. Je me sens très honoré d'être parmi les intervenants qui sont ici. J'offre mon consulting à plusieurs organisations sur comment contrôler l'environnement, la pollution, etc. Et j'espère que cela soit diffusé. Mais je vois que du point de vue des entreprises, elles sont responsables de tout ce qu'elles font sur la question des fonds. Et cette question spécifiquement, ce fonds doivent arriver à des énergies propres. C'est 500 millions de dollars, ce fonds. Et j'ai la joie de trouver ici au Brésil des investisseurs. C'est l'une des raisons par lesquelles je suis venu ici. On voit donc l'équilibre de la protection de l'environnement avec le développement durable. Mais ça, c'est un grand défi très complexe. Nous avons commencé en 1972 de manière consciente et à la fin, en fin de compte, on est arrivé à l'accord de Stockholm et à partir de là, on a eu quelques réunions très symboliques. Une réunion à Rio, vous vous souvenez du sommet de Rio en 92. Et à partir de là, on est allé à Kyoto. On a signé l'accord de Kyoto. Là, on a eu plusieurs autres réunions de COP à partir de là aussi. Moi, j'ai été présent à toutes ces réunions justement pour voir la conscientisation qui existe depuis 1992. Et on doit se demander qu'est-ce qu'on a obtenu et quel est le gap, quel est le vide qu'on a eu là. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on puisse agir de manière plus efficace pour ce que l'on veut obtenir, atteindre. Et je trouve que le mois prochain, on aura encore une COP, la COP 29, en Azerbaïdjan. Et le cible sera le financement, surtout le financement, ce qui est très approprié. Et bien sûr, à nouveau, on aura la COP au Brésil l'année prochaine qui doit porter sur des questions, toutes ces questions qui ont surgi, qui n'ont pas été pleinement exécutées. Et je me demande quel est le problème, quel est le grand défi. Si on envisage le monde en termes de mise en place, de mise en œuvre de ces contrôles qui doivent sauver l'environnement. À mon avis, je crois que c'est la question financière. Tout tourne autour de la question financière. Qu'on veuille sauver les forêts, si on veut le faire, il faut avoir un développement durable, mais là, il faut du financement, des financements. On établit des programmes pour aider à la conservation ou pour réduire la quantité de pollution ou éviter la pollution. Et toutes ces choses suggèrent qu'il faudra avoir de l'argent pour ce faire. Là où nous sommes, en cœur et en main. Je le dis parce que je travaille dans les finances et j'ai la conscience que presque tous les projets manquent d'appui financier. Baco, on va le faire, on va discuter ça. Et le Brésil a ce mélange, cet engagement. Le Brésil doit
arriver là, surtout par rapport au Sud global. Et nous ne sommes pas le plus grand polluant. Les plus grands pollueurs, ce sont dans la partie nord du globe. Ils veulent faire ce contrôle, ils veulent qu'on préserve nos forêts, qu'on arrive à certains niveaux de but, etc. Mais il faut que ce soit financé par eux. Et maintenant, pour l'ouverture, je voudrais dire une chose. La question pour moi, c'est financière. Elle est financière. Je le dis 3 fois. Merci. Merci beaucoup. J'apprécie beaucoup ce que vous abordez ici à cette table. Je vais donc poser la même question à Maria Teresa. Maria Teresa, vous avez été responsable de la création des unités de crédit durable, c'est ça? Crédit de durabilité, j'espère ne pas me tromper avec l'expression, comme étant un moyen de paiement environnemental réglementé à l'échelle globale. Comment donc on peut penser peut-être la question des finances, le financement par le secteur privé notamment, comment le secteur privé peut mieux explorer ce potentiel de l'économie verte? Alors je tiens à remercier tout d'abord João Bosco Monti qui m'a invité d'ailleurs à discuter avec des participants de ce niveau-là, dans une table ronde de ce niveau-là aussi. Merci beaucoup. Alors, pour parler de conservation, en tant qu'activité économique, imaginez il y a 17 ans par exemple, parler de ce sujet c'était quelque chose qui venait d'une autre planète. Hein. On disait non, il faut conserver, préserver la nature. Oui, il faut maintenir les arbres debout, oui, c'est très bien sûr. Et donc on a commencé à faire des mesures et on a commencé à se rendre compte que ce stock de carbone vivant, ou plutôt stocké dans le vivant, les interactions avec le carbone, etc., la fumée, bref, tout ça, il faut bien que ce soit chiffré un petit peu, non? Parce qu'il va bien falloir qu'on maintienne la vie, qu'on préserve la vie. Et donc c'est comme ça qu'on a avancé. Et je dirais que la logique financière, donc la logique de la rémunération, elle est née à partir de l'idée selon laquelle, si c'est la pression économique qui dévaste, eh bien la solution va venir aussi de l'économie. Et la question financière, ou plutôt l'interdépendance avec la question financière étant ce qu'elle est, il faut donc générer des revenus verts. Il faut développer donc des finances vertes. Donc quand on a commencé à travailler là-dessus, on s'est rendu compte qu'il fallait absolument faire venir, inviter la logique de l'économie, la logique du capital, puisque la forêt, c'est un capital naturel. Là, je n'invente rien en vous disant ça, hein. On le dit depuis 1992, de nombreuses publications le disent aussi. Donc, le père de la matrice qui nous a appris à tous à faire le calcul de la valeur des produits dans l'économie, c'est Leontief. Eh bien, ça d'ailleurs, personne ne l'a publié, hein, c'est resté... ça a été redécouvert par certains scientifiques. Hein. Leontief qui disait donc, tant que l'approche de la valeur jouera le rôle de l'approche naturaliste, tant qu'on sera dans cette situation, le monde sera injuste. Eh bien, regardez le Sud global et comparez avec le Nord global. Donc, lorsque l'on cesse de considérer l'élément nature au sein de notre matrice des coûts, des valeurs, de la valeur ajoutée, etc., dans l'économie, eh bien, tant qu'on fera ça, on sera en train d'annihiler certaines sociétés, certaines communautés. Et c'est exactement l'exemple de ce qui se passe au Brésil, de ce qui se passe en Afrique. Donc, le capital naturel, de nos jours, on voit déjà qu'il y a une pression réelle. Hein. Il y a une douleur, une souffrance là qui est en cours. Et on le voit d'ailleurs à tel point que on vit des situations extrêmes. Avant, on avait des mécanismes de protection puisqu'on avait des forêts, des environnements comme ça qui permettaient un peu d'absorber ces changements climatiques. Donc on a dit, on va transformer la préservation de la terre en un actif. Donc si c'est un capital, ça a une valeur et donc on va précifier. Donc voilà, la machine, c'est comme une machine en fin de compte qui produit des actifs et qui ne réduit pas les passifs. Alors pourquoi est-ce que notre modèle consiste à voir les problèmes et les défis environnementaux non pas à travers la réduction littéralement de la fumée, par exemple, parce que la fumée, elle peut être naturelle. Dans la forêt, c'est normal d'avoir de la fumée.
Mais et si la production qui est la nôtre, la production de services écosystémiques, la production d'actifs. Comment attribuer une certaine liquidité à ça? Eh bien, c'est en commercialisant, en apprenant aux entreprises qu'il faut incorporer ces mécanismes. Voilà, donc c'est ça la proposition de la valeur ajoutée, hein, c'est capter ce qu'il y a de naturel. Et ça, c'est une nouvelle différence compétitive, puisque ça permet d'atténuer les risques pour les entreprises. Hein, quand on utilise de la liquidité, les investisseurs achètent. Donc, l'atténuation des risques, le risque régulatoire, le risque environnemental. Qu'est-ce que c'est que l'économie du Rio Grande do Sul actuellement? Bon, elle est active, elle se restaure un petit peu, elle construit à nouveau. Donc, il y a une dynamique financière économique qui est en cours. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans le Rio Grande do Sul? On parle là de gestion écologique qui est devenue une question inhérente, c'est-à-dire comme une entreprise génère du capital, son efficience vient de la gestion du capital financier, économique et financier et intellectuel. Et maintenant, on a le défi du capital naturel. Et donc, dans le premier panel qu'on a eu ici, on a beaucoup parlé de ça d'ailleurs. C'est quoi la solution? Eh bien, la solution, c'est simple. C'est, par exemple, je ne sais pas, dans l'oil and gas, c'est quoi 1,5% du PIB du secteur oil and gas quand on investit ça dans la préservation de la nature? Ça a des effets multiplicateurs incroyables. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut utiliser l'intelligence, mais il faut utiliser l'intelligence naturelle. Je n'ai rien contre l'intelligence artificielle, d'ailleurs je l'utilise aussi. Mais voilà, en tout cas, c'était ça mon message. Hein. Excusez-moi pour la durée de mon intervention d'ailleurs, mais en tout cas l'idée c'est de remettre sur les rails la valeur naturelle. Et c'est ça le défi. Et pour ça, il faut utiliser l'intelligence dans les processus et valoriser certains principes de l'économie aussi qui peuvent être respectés à partir de l'idée payer pour ceux qui consomment des services environnementaux et rémunérer ceux qui en fournissent. Voilà, c'est pas très compliqué, hein, c'est plutôt simple à faire maintenant. Voilà. Merci beaucoup, Teresa. Tu as apporté des insights très importants là pour qu'on puisse réfléchir ensemble. Le capital naturel, et ensuite je vais en profiter pour passer la parole à Paulo Protasio, qui est ici, donc qui dirige l'autorité de développement durable de l'État de São Paulo, l'État de Rio de Janeiro, la ville de Rio qui est la plus grande forêt urbaine du monde d'ailleurs. Comment, depuis la perspective de Rio de Janeiro, Paulo, vous avez réfléchi à des stratégies collaboratives afin de protéger les forêts, mais aussi de maintenir notre développement durable, et quelles sont les stratégies que vous pourriez partager ici et avec l'Afrique en particulier? Vous m'entendez, c'est bon? Je voudrais commencer en parlant du terme que vous venez de mentionner. Je pense que tous les processus dans lesquels on est engagé actuellement doivent nécessairement changer, sont contraints à changer. Et ces mutations sont sensibles, je dirais qu'elles sont perçues de plus en plus claires aux yeux de tous. La dernière réunion du G20 en Indonésie a été l'occasion de discuter d'un nouveau sujet. C'est Life Economy, l'économie de la vie. Et on a eu une discussion dont je dirais qu'elle était initiale, elle en était à ses débuts. Pourquoi est-ce que je fais? La question c'était pourquoi est-ce que je fais ce que je fais si je mets en risque mes résultats? Je mets en danger mes résultats. Comment est-ce que je peux changer mon comportement puisqu'il existe une tradition entre ne plus être la personne qui cesse de payer ce pourquoi il est un prédateur? Si ce sentiment était comptable ou comptabilisable, eh bien, comment est-ce qu'on verrait les choses évoluer? Qui paierait cette facture? Le G20 a l'avantage extraordinaire d'être un peu celui qui peut faire des incursions sans nécessairement faire partie du processus. C'est-à-dire que tout le monde était dedans.
en tout cas ceux qui payent, ce qui explique la logique c'est que le G20 est apparu à un moment où personne ne pouvait payer. Ils ont mis donc les pieds dans le moule de telle sorte qu'il fallait trouver une solution. Et en l'occurrence, les pieds dans le plat, c'était l'Europe. Et ces dernières années ont été extrêmement riches, justement parce que nous, Afrique, Brésil et les autres, nous célébrons quelque chose qui est en fait la tentative de résolution d'un problème qui était un problème du Nord, et pas seulement à nous. Donc cette opération aujourd'hui, pendant 4 ans, elle s'est intensifiée du côté du Sud global. Et le Sud global utilise d'autres langages. Il n'utilise pas le même langage que le Nord. C'est intéressant de voir d'ailleurs que ça se passe chez nous. C'est ici, c'est en Afrique, ça va bientôt être le cas. On va avoir la première réunion pour repasser le relais entre le Brésil. Cette réunion, a eu lieu hier, c'est-à-dire. Donc, c'est très intéressant. On est en train d'avoir l'opportunité donc là d'étudier un peu des processus en cours. Et c'est justement pour ça que je vous remercie pour l'invitation que vous m'avez adressée, notamment João Bosco, qui a été stimulé par une amie. Et on peut regarder par exemple les préliminaires du jeu d'aujourd'hui par rapport à notre panel d'aujourd'hui. Hier, on a dit notamment dans un panel, je crois que c'était l'ambassadeur Martin Bambeng, il a été très clair. Il a été très transparent. Peut-être que toutes ces années à Brasilia lui aient donné probablement un PhD, un nouveau diplôme pour lui, qui lui aurait appris à apprendre énormément de choses à partir de ces procédures auxquelles il est confronté. Et donc, il est clair que l'on a une perspective gigantesque d'une intensification des relations avec l'Afrique, parce que justement, nous sommes petits dans nos rapports. Il faut juste croître dans nos rapports et il faut se découvrir aussi. D'ailleurs, ça c'est quelque chose d'autre qui peut être un avantage. Mais je dirais que l'ambassadeur Carlos, secrétaire de l'Afrique, secrétaire du Middle East à Itamaraty, il a été très précis concernant la précision, l'importance de faire quelque chose de collectif dans le cadre d'un objectif plus clair, plus transparent, donc des procédures qui incorporent les valeurs que vous venez de citer là. Donc je dirais que peut-être il est important pour nous de sortir de cette rencontre avec une autre vision de ce qu'est ce forum. Ce forum devrait être, d'ailleurs c'est là un grand moment de rencontre entre le Brésil et l'Afrique, mais on a des devoirs à faire. On doit emmener nos devoirs à la maison en fin de compte. On ne peut pas repartir d'ici en se disant que c'est une discussion de plus pendant laquelle on va parler d'échanges d'intérêts et de suggestions. Il faut noter les devoirs qu'on emmène chez soi et sur lesquels on devra travailler ensuite. On pourrait peut-être être la troisième voie du G20. La troisième voie, puisque le G20 est extrêmement puissant en Afrique et de plus en plus. C'est plus seulement l'Afrique du Sud maintenant, c'est l'ensemble de l'Union africaine dans son expression la plus significative et la plus importante, la plus dense, la plus responsable, plus que ce qu'on pourrait imaginer. Pour la première fois donc, ce n'est pas une action qui n'aurait pas ce type d'intérêt. Pourquoi est-ce qu'on ne prend pas ce que le G20 fait normalement, qui a été sa raison d'être à l'origine, c'est-à-dire les finances. Les finances. Et pourquoi on n'essaye donc pas de résoudre, d'avancer, de conquérir d'une certaine façon un certain espace? Moi, je ne suis pas très inquiet par rapport à ça. Ensuite,
on a les Sherpas qui, aujourd'hui, sont multipliés pendant les 18 années de réalisation du G20. Et le G20, c'est le seul organe, d'ailleurs, dont je pense qu'il est engagé dans un processus relativement peu bureaucratique. Il n'y a pas de bureaucratie, en fait. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas d'adresse, pardon, il n'y a pas de numéro de téléphone, il n'y a pas de site internet, il n'y a rien. C'est une troïka extrêmement puissante qui assume la responsabilité d'être l'hôte. Et donc l'ascension d'une opportunité comme celle-ci est de grande responsabilité. Vous voyez simplement comment le monde se trouve. C'est pas une blague. Donc le leadership aujourd'hui est en jeu lorsque l'on est donc le pays hôte du G20. Pourquoi, dans cette combinaison Sud-Indonésie, Sud-Inde, Sud-Brésil, Sud-Afrique du Sud, on se prépare à une rencontre dans le Nord en 2026 quand ce sera aux États-Unis d'Amérique du Nord. C'est à eux de se préparer, justement puisque ce ne sera pas le même G20 qu'avant. Assis dans son siège à Washington, c'est pas comme ça qu'on va résoudre quoi que ce soit. Le processus va être beaucoup plus demandant, beaucoup plus sophistiqué, et je dirais même beaucoup plus multiplié dans ses interfaces. Rien ne va manquer. Tout ce qu'on peut imaginer aujourd'hui d'important pour l'humanité est dans le CV de la vie de la discussion. Et donc pour terminer, je dirais que le premier fait, finance, le deuxième fait, les sous-thématiques, je pense donc qu'on devrait, nous, Afrique et Brésil, créer la troisième voie, VOIE. C'est quoi cette troisième voie? Eh bien, le Brésil est en train de bien remplir sa mission au niveau du secrétariat exécutif. Un excellent travail d'ailleurs. Le Brésil reçoit d'Amapá jusqu'au Rio Grande do Sul tous les thèmes. On discute de tous les thèmes de façon d'ailleurs exhaustive. Créative d'ailleurs, monsieur l'ambassadeur. On ne peut pas, je pense, faire en sorte que ça ne soit pas autre chose qu'un papier d'une trentaine de pages signé par les mandataires. Il faut sortir du papier, il faut traduire ça en action et il faut transformer ça en une façon de conduire cette relation extraordinaire Brésil-Afrique. On a besoin de personne d'autre. On est juste... voilà, on y va. Pourquoi est-ce qu'on n'en profite pas pour passer des devoirs à tous ces participants? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas prendre thème par thème, item par item, par exemple? Quand on parle d'agriculture, on voit tout. On a déjà tout. Ceux qui sont allés à la réunion dans le centre-ouest brésilien pour discuter avec les ministres de l'Agriculture vont certainement dire que nous avons atteint notre objectif, que nous en sommes à la fin, que nous voulons la réalisation. Les conquêtes qui figurent sur ce papier, évidemment, moi je signe, et tout le monde a signé d'ailleurs. Pourquoi est-ce qu'on ne prend pas chacun de ces papiers, de ces rôles, on ne les repasse pas aux femmes, aux enfants, aux cadres qui sont intéressés par la technologie, et qu'on ne traduit pas ça donc en une action sous-nationale? Voilà la proposition, c'est qu'on quitte cet événement avec des devoirs qu'on rapporte chez nous, aux côtés d'Itamaraty, aux côtés des groupes de l'intelligence, prendre B20, G20, D20, C20. On a déjà tout, il n'y a rien qui manque. Et on transformerait donc ça en notre portefeuille de notre BABA pour faire en sorte qu'on fasse vraiment nos devoirs à partir du moment où on repasse le relais. Voilà ma suggestion.
Merci beaucoup, Monsieur Paulo. Vous avez proposé une provocation, en tout cas vous nous dites qu'on a des devoirs à faire, et pendant que vous parliez, je repensais à un livre d'un philosophe coréen dans lequel il propose une analyse historique pour essayer de comprendre quelles ont été les stratégies de développement de ce Nord global, qui à un moment donné a décidé donc de détruire les ponts pour empêcher le Sud global de faire la traversée que le Sud global a faite. Donc on parle des énergies fossiles, etc. Et d'ailleurs, Mariana et Béatrice, ça m'a fait penser à ce dont on a parlé avant. Principalement pour nous, Brésil et Afrique, qui avons un littoral si grand, qu'est-ce que l'on peut penser à partir de ce potentiel de l'économie bleue ? Pas tant du point de vue donc, de ces ponts qui ont été coupés, ces ponts du développement, mais plutôt en regardant une nouvelle perspective pour l'avenir. Merci de votre question. J'ai besoin de continuer à surfer sur cette vague que Paulo a soulevée. Félicitations, et surtout à cause de la provocation, parce qu'on va sortir d'ici avec ce devoir de maison. Dans le scénario de l'économie bleue, il a parlé tellement de finances, des finances, mais je trouve que si les finances, finalement, vont voir que les investissements et mettre en valeur les services de l'environnement, soit pour l'économie verte que l'économie bleue, tout ce qu'elle nous offre, le changement sera radical. Et comme Paul l'a dit, quand on arrivera à la rencontre du G20 aux États-Unis, on aura un autre répertoire, une autre masse critique afin de discuter. C'est pour cela que quand je parlais, je me suis adressé au professeur Bosco et je lui dis, cet événement ici, c'est une marque, parce que parfois on ne se rend pas compte, mais le moment premier, c'est parfait. Ce moment est parfait, comme si les astres étaient alignés d'une certaine manière, parce qu'il n'y a jamais eu de bioéconomie au G20. Et maintenant, le G20 va porter aussi sur l'économie, ces genres de bioéconomie. Et là, les finances de la bioéconomie, qui effectivement vont apporter une valeur agrégée, un emploi et un revenu pour les communautés qui sont les vrais gardiens des forêts. C'est la vraie finance verte. Quand on investit et on a ce retour qui est une appartenance. Parce que s'il n'y a pas cette appartenance, il n'y a pas de changement. Et là, on va vers cette direction de l'appartenance. Et quand vous me demandez sur l'économie bleue, c'est ce que j'avais dit. Dans ce sens, le continent africain a deux océans, la mer Rouge, la mer Méditerranée, l'Atlantique, une richesse en termes de pêche, de port. L'économie bleue, c'est une nouvelle frontière. Et l'Afrique est absolument à l'avance avec tout ce matériel et ce potentiel d'investissement dans ces régions côtières. Et il faut faire attention aux régions côtières à cause du réchauffement global des océans. Et près des villes, c'est une autre question à travailler. Mais au fond, nous sommes ici en ce moment que dans les lois de la physique, on dit que le moment, c'est quand la vitesse rencontre la force. Et là, on ne peut rien faire. Et ça, c'est le mouvement du Sud global. Il faut donner ce nom, moment Sud global. Parfait. Les journalistes commencent déjà à mettre ce titre dans ces matières. Le mois prochain, on aura la réunion du G20 à Rio, quand on aura pour la première fois l'Union africaine comme membre du groupe. Il y en a des invités comme l'Égypte, l'Angola, le Nigeria. Et l'année prochaine, on aura la COP30 aussi, ici au Brésil. Donc, je voudrais écouter un peu, soit de Maria Teresa et aussi de Mr. Kennedy, sur ce qui représente, quand on pense à ce capital naturel, qu'est-ce qui représente cette gestion de capital pour les corporations et quel est l'impact sur les économies.
dans le sud global, de l'axe global. Bien, quand on observe les statistiques, que 5% de l'économie globale dépend du capital naturel. Mais comme c'était abondant, on n'attribuait pas de valeur, surtout parce que c'était facile de s'en approprier. C'était libre, c'était donné. Et non, mais quand il y a un mouvement, comme Dr Paulo a dit, et comme Bia aussi l'a dit, c'est le moment, et quand on prend conscience qu'on a cette force, on reconnaît la valeur, on apprend à attribuer de la valeur à ça, on commence à imposer des règles. Parce qu'on ne s'est pas rendu compte encore que tout part d'ici. L'effet multiplicateur sort d'ici. On est exportateur de ces services. On ne sait pas comment le faire pour valoriser ces genres d'économie. Excusez-moi de parler de ces langages économiques, mais dans la comptabilité, on a ce langage. Mais qu'est-ce qui se passe? Tout cela va se traduire dans le bilan. C'est là, Dr Nelson, je lui parlais tout à l'heure, la notion du balance de l'environnement est née ici à Rio. Parfois, on ne communique pas très bien, mais le bilan de l'environnement est là, parce que maintenant, les règles, les normes du FRIS viennent de cela. Et toutes les entreprises doivent présenter et montrer des résultats à partir de là. Et non seulement dire, ah, j'ai payé, j'ai fait quelques photos en Amazonie, en Afrique, voilà, je produis. C'est l'économie, comme si c'était une économie circulaire. Mais non, ce n'est pas ça l'économie circulaire. Il faut avoir le respect de ce travail des personnes qui font partie de la communauté qui travaille. Et le Brésil a 60% de son territoire couvert de forêts, l'Afrique un autre temps. Donc ça, c'est une agriculture de conservation aussi. Encore une fois, on a de l'excellence dans ce domaine. Pas attribuer de la valeur à nous-mêmes. Dans notre région, il y avait beaucoup de ce qu'on appelle le barou dans ma région. C'était de l'herbe. Le bétail mangeait ça. Après, on a découvert d'autres choses comme l'açaï et d'autres fruits et d'autres choses. Mais comment je vais attribuer de la valeur à un capital naturel? C'est quand je sais attribuer de la valeur à ce qu'il produit, vraiment. Ça, il faut présenter cela à la science. Voilà, l'arbre qui est comme un iPhone. Un arbre est très fonctionnel aussi, comme un appareil. Elle a de tout, elle a du carbone stocké, elle a un habitat pour les animaux, il y a des tas de services dans un écosystème. Et nous, on n'a pas la compétence d'attribuer de la valeur à tout ça et dire aux entreprises, venez voir, on va le faire. Et c'est la base de tout. Hier, pendant le panel, on parlait du phosphate. L'Afrique ne l'explore pas, le Brésil non plus, et pourtant, les autres se sont rendus compte, ils sont venus. C'est un facteur d'intelligence aussi. Donc, Dr Paulo, c'est fantastique votre provocation. Passez-nous ce devoir pour que l'on fasse. C'est très bien de discuter les finances, mais la finance, c'est le résultat. Maintenant, le capital naturel, c'est la différence compétitive des entreprises. Cela est exigé. Les aliments qui sont produits maintenant ont des normes pour la communauté européenne. Il faut que ça vienne d'une partie protégée, conservée. Il faut faire de ce problème une solution aussi. Vous avez attribué de la valeur à mon produit, maintenant il faut être efficace et avoir le courage de poser le problème au G20, de parler. Ce n'est pas seulement un petit drapeau là. On va porter cette discussion. Et l'Axe Sud, c'est le grand exportateur des services de l'écosystème qui est essentiel pour l'alimentation, pour tout. Les entreprises commencent à se rendre compte que dans cette composition, il y a un gain à obtenir. Très capital maintenant. Le capital naturel,
Je vais utiliser ici un peu, dire que c'est la nouvelle richesse des nations, c'est le capital naturel. Mais il faut être intelligent, avoir cette intelligence pour le faire. Et le Brésil, tout cet axe sud, quand on a le PIB vert et le Brésil au plus grand niveau, au plus haut niveau, les autres pays du PIB conventionnel, si on considère les 163 pays qui sont publiés, on a le Brésil en premier, au nord il n'y a que le Canada et la Russie. Tous les autres, ce sont de 163 comme PIB vert. Donc le Brésil doit être le protagoniste, il est le premier. Donc, et c'est comme ça que ces choses commencent à être montrées. Il faut démontrer de l'intelligence, il faut qu'on ne soit plus le pays du futur, mais qu'on soit le pays du présent, de la volonté. C'est comme de tourner une clé, mais ça a un grand effet. Thérèse, vous parliez un peu la première fois qu'il y a 17 ans que vous programmez ce thème, que vous parlez de ce thème, que vous réfléchissez sur ce capital naturel. Et moi, je me rappelais, ce matin, je parlais à l'ambassadeur du Kenya et je me suis rappelé qu'il y a 40 ans, une femme, professeure au Kenya, elle proclamait déjà dans ce sens, et c'est pour ça qu'elle a eu le prix Nobel de la paix, parce qu'elle a fait le Green Belt Mouvement qui existe jusqu'à présent. Et moi, en tant qu'historienne et une femme noire ici, qui vit avec l'Afrique tous les jours, je me pose toujours cette question. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de l'Afrique aussi? Non seulement qu'on va leur apporter, enseigner, mais ce qu'on peut apprendre de toute la technologie qu'ils développent là-bas il y a des années. Et là, je voudrais revenir à Mr. Kenneth Daginode pour parler un peu que surtout dans notre territoire, à Nala House, et dire que les États-Unis parlent beaucoup de l'État aussi, l'un des États qui a la plus grande partie des forêts au Nigeria et beaucoup d'eau aussi. Comment cela est vu du point de vue africain? Comment on peut arriver à l'économie verte de cette perspective? Merci de votre question. L'Afrique est très active dans ce secteur, comme vous pouvez imaginer. Et encore, je reparle de la question financière. Parce que les décisions qu'il faut prendre et la mise en œuvre de ces décisions résident dans l'habilité à financer ces choses, ces points. Parce que là, on fait des ajustements qui ne sont pas réglementés. Et on laisse que les choses avancent en changeant la composition de leur bilan financier. Et cela a un coût. Quand on dit, bon, il ne faut pas mettre à bas les forêts, les arbres, et rester loin des économies, des combustibles fossiles. Là, on comprend qu'on est vulnérable aux impacts de ces choses, aux impacts négatifs de ce qui se passe dans l'environnement. Donc, il faut rester loin des ressources naturelles. Et on était habitué à développer l'économie d'une manière, et maintenant, il faut que ce soit payé, que ce développement soit payé. Vous ne voulez plus conduire des voitures qui utilisent les combustibles fossiles. Et maintenant, on va explorer. Vous n'allez plus explorer la forêt comme avant. Et en fin de compte, l'Afrique, elle est riche des deux côtés, non seulement nous sommes en train de développer notre contrepartie avec le Brésil, mais nous avons un rôle ici pour faire le leadership, pour être le leadership de cette cause. Et ce leadership
a été mise sur vous ici. Et ce n'est pas par accident qu'on revient ici après Rio et qu'on revient au même point. Et tout le monde, l'année prochaine, avec tout ce programme, cet agenda, doit assurer qu'on aura les bons projets déjà établis. On a mis tant d'années, depuis 1972, pour l'accord de Paris après, de 2015. C'est beaucoup pour qu'on n'accomplisse pas ce qu'on a vu, ce qu'on a observé. Donc, je m'engage. Il faut être obligé d'avoir ce compromis, cet engagement avec ce processus. Merci beaucoup. Je voudrais vous poser encore beaucoup d'autres questions. C'est un entretien très intéressant, très important pour le temps présent et le futur. Mais on n'a que quelques minutes. Je voudrais laisser un espace ouvert, un temps pour le public. Si quelqu'un a une question, pour que je n'ai pas le monopole du microphone. Si vous avez des questions, donc, vous aurez un microphone disponible pour les questions du public, s'il vous plaît. Nós temos uma aqui à frente. Oi, meu nome é Emil Maiba, que sou da África do Sul. Je viens de l'Afrique du Sud Eu tenho uma pergunta que eu acho que é para et j'ai une question. você. Como que se vai superar a questão Comment do va negacionismo dépasser la question du em négationnisme tudo isso? dans tous Você falou que ces sujets? as Vous avez dit florestas que les são forêts principais. sont fondamentalement un actif, mais quand il y a la quase moitié, presque la moitié de la population brésilienne, sans parler du reste du monde, en pensant que la forêt est là pour être détruite et pour les plantations, l'agriculture, comment on va changer cette mentalité? Cette mentalité, elle va s'altérer dans la mesure où l'académie va assumer le protagonisme. C'est l'éclaircissement, c'est l'éducation. Dans un premier temps, quand on prend ce qui est ouvert pour la production, ce qui est déjà disponible pour la production d'aliments, cela va bien au-delà du besoin de l'ouverture de nouvelles terrains. Et de plus en plus, l'intensification du processus de production. Je vais citer là où on est né. Je vais parler de la fabrique du bœuf. On disait un demi-bœuf par hectare. Aujourd'hui, il y a des technologies qui permettent que dans 2 hectares, on produise, disons, 1000 bœufs. Je donne un exemple très lourd, très concret. Ce capital naturel peut être un genre d'assurance pour capter du financement, pour les productions de richesses intensives en Afrique, au Brésil, tout ce qu'on a exploré jusqu'à présent. On ne pourra plus dire qu'il n'y a pas de réchauffement global, de changement climatique. Non, tout le monde le voit. Il ne faut pas tant étudier pour le voir. Donc, il n'y a pas comment le nier, mais il faut avoir l'intelligence économique. Parce que l'Amazonie, là, on a plus de 20 millions de personnes qui travaillent, qui ont été encouragées à partir là-bas. Mais elles travaillent aussi dans la conservation. Mais c'est ce que j'avais dit, faire du problème quelque chose de productif. Il y a des mécanismes de financement, l'article 5, de maintien du réservoir de carbone, les océans, les forêts, tout le reste. Le mécanisme de financement, il a un feed spread là-bas. Et l'effet multiplicateur est très important. Un contrat de recettes de workshop, d'exploration de pétrole, un demi% de sa recette est suffisante dans ce cas. Un demi
la demi% de cette exploration est suffisante pour investir sur le service de l'environnement pour la conservation de 400 000 hectares. Il faut utiliser des mécanismes intelligents pour renverser ce processus. C'est de l'intelligence économique, mais il ne suffit pas de copier les modèles seulement. La manière ancienne, c'était de l'extractivisme. Tout était extractiviste. Maintenant, non. On a développé, on a l'intelligence artificielle même. Il y a une série de... Donc, il faut investir comme ça. Qu'est-ce qu'il y a de plus primitif que la terre naturelle, le travail de la terre naturelle? Non, mais c'est ça qui va garantir la production avec une nouvelle technologie. Qu'est-ce qui est réel? Pour la production de viande, la production de pétrole, il faut changer la matrice énergétique. Oui, c'est sûr, mais comment? On ne va pas vivre sans pétrole aujourd'hui, sans l'industrie minière. Il y a, oui, les ordinateurs, les minerais, ça existe. Mais la technique, on a besoin de la science, évidemment, mais la technique de invertir ces processus d'extraction de manière intelligente. Produire des aliments, c'était la cause de la dévastation. Maintenant, c'est un mécanisme de barrière de la géopolitique. Il y a des barrières commerciales aussi, c'est une autre histoire. Mais on a de la force et des arguments et la science pour essayer de changer la situation. Merci beaucoup pour la question. Merci Teresa également pour partager. Merci de partager donc vos réponses. Et si on n'a pas d'autres questions, on va s'arrêter là puisqu'on a déjà dépassé le temps qui nous était imparti. Et je vais donc repasser la parole au docteur Paulo pour ses considérations finales. Ensuite Teresa, Béatrice et Miss Kenneth. Je vais fermer les yeux et je pense que vous pouvez fermer les yeux aussi. Imaginez un map-monde dans votre tête. Le map-monde, pendant 2 ans, au Brésil, a consisté à enseigner à nos enfants que l'Europe est au centre. Notre tête brésilienne, aujourd'hui, est eurocentrée, voire eurocentriste. Nous sommes des Atlantiques, nous ne sommes pas des Océaniques, nous n'avons rien à voir avec le Pacifique. Aujourd'hui, le Pacifique, c'est 60% de notre économie pourtant. Premier raisonnement, c'est que je voudrais vous dire que le Brésil a changé. Le map-monde, tel qu'on a l'habitude de le voir dans l'IBGE, n'est plus le même. Cette année, nous avons bien vu, dans la nouvelle carte que nous avons faite sur l'IBGE, nous avons transposé la vision de ce qu'est le G20. Nous avons marqué tous les pays du G20 pour voir comment s'équilibre ce processus. Et c'est fantastique. Nous sommes véritablement aujourd'hui très intéressants. Ces procédures sont très intéressantes parce que presque 70% de ce processus, c'est de l'eau, l'océan, et l'océan, il n'y en a qu'un, bien que l'Afrique ait plus d'un océan. Je vous dirais que la même chose pourrait être faite pour l'Afrique. L'heure est arrivée de mettre l'Afrique au centre du monde. Elle ne peut pas être qu'une partie du processus. Elle doit avoir un tout dans son rapport au monde. Et pareil pour le monde avec l'Afrique. Il faut couvrir tout cela à partir de procédures d'une nouvelle vision. Et ces valeurs ne pourront trouver leur place dans l'équation que lorsque l'on aura la bonne vision des choses. Et une vision distendue va toujours exister, mais je voudrais vous dire que la Chine a son map-monde depuis très longtemps. La Chine a son propre map-monde depuis des siècles. C'est la même chose pour le Japon. Même chose pour l'Australie. Donc l'Australie, c'est upside down, c'est la tête en bas. Du nord au sud, du sud au nord. Mais au-delà de ce processus, c'est la vision de l'homme par rapport au monde. Ce lien entre le monde et l'homme
ne pourra changer qu'à partir du moment où l'on croira que nous sommes au bon endroit. Je crois que nous sommes au bon endroit en Afrique et au Brésil. Merci. Merci, docteur Paulo. Maria Teresa, s'il vous plaît, vos considérations finales. Les attentes maintenant, après les interventions de Bia, docteur Paulo et les autres, les attentes véritablement, c'est que l'on soyons en train de vivre un moment. Et cet événement constitue un moment important. Nous avons de nombreux formateurs d'opinion ici. Et changer ce centre, comme vous l'avez très bien dit, monsieur, c'est notre rêve. En tant que Brésiliens, en tant que, n'est-ce pas? En tant que personnes qui appartiennent aux communautés de l'axe global. C'est ça qui renforce notre désir, véritablement notre passion pour nos communautés, pour notre peuple. Et l'Afrique, nous avons beaucoup en commun avec l'Afrique, parce que le centre est l'être humain. Et maintenant que l'on comprend notre importance, l'importance de ce qu'on est en train de faire, combien l'Afrique est importante, combien le Brésil est important, et bien le jour où on prendra conscience de ça, on va voir la transformation. La transformation économique, sociale, bref, toute la transformation qui est nécessaire. C'est donc un privilège d'être ici, de discuter de ça avec vous, avec des panélistes de ce niveau. Et je suis certaine que nous ferons partie d'une histoire, de l'histoire de ce nouveau centre du développement humain. Merci. Alors moi, en tant qu'historienne, je peux vous dire déjà que nous faisons déjà partie de cette histoire, n'est-ce pas, Teresa? Mr. Kenneth, j'aimerais entendre vos derniers mots, donc nous pouvons, de telle sorte qu'on puisse conclure ce panel. Alors je réitère, l'Afrique est centrale quand il s'agit de discuter de l'impact du changement climatique. L'Afrique et l'Union européenne notamment ont un agenda environnemental. Vous savez, l'environnement, l'agenda 2063 qui a 7 items, la durabilité notamment. Et ça ne renvoie pas à l'environnement. C'est-à-dire que l'Afrique est très impactée par les changements climatiques que l'on observe. Nous avons beaucoup entendu au sujet de la désertification, l'étalement du désert du Sahara, dans des régions littorales notamment. Nous avons des mouvements de masse de gens, vous savez, des problèmes de manque d'eau qui motivent des personnes à se déplacer, notamment dans les régions côtières d'ailleurs. Et ça s'est multiplié. Récemment, nous avons vu des impacts sur les économies et l'Afrique n'a pas vraiment le choix. Et elle doit répondre positivement et retrouver une façon donc de reconfigurer un petit peu les choses. Dans le cas contraire, j'en reviens donc au fait que oui, nous voulons être l'un des centres du monde, mais on a besoin de soutien pour faire ça, puisque l'Afrique se trouve également au cœur est au centre du monde de plusieurs façons. Et on a notamment 1,5% de la production de pétrole, par exemple. L'Afrique est centrale également, puisqu'elle peut recevoir de nombreux investissements dans des projets verts, et ça va être très utile. Je voudrais donc vous rappeler une fois de plus que le Brésil est central, est au centre, occupe une place proéminente. Et l'année prochaine, avec la COP qui sera ici au Brésil, nous allons nous intéresser au Sud global. Donc nous avons besoin de la coopération avec le Brésil pour pouvoir effectuer des pressions pour que ces investissements soient dirigés vers le continent africain. Merci beaucoup.
Pour terminer donc, Maria Beatriz, nous avons eu une provocation du docteur Paulo. Si l'on pense la centralité de l'Atlantique, par exemple, ce que notre cher ambassadeur da Costa Silva disait, cette rivière qui s'appelle l'Atlantique qui en fin de compte ne sépare pas mais unit le Brésil et l'Afrique. J'aimerais donc vous demander de prononcer vos considérations finales à ce sujet. Merci beaucoup. Je voudrais commencer en vous citant une phrase de Victor Hugo. Il n'y a rien de plus puissant qu'une idée dont le temps est arrivé. Et je pense que le moment est arrivé, je le répète, de la coopération Sud-Sud. Je pense que cette transformation, c'est une... on doit savoir en reconnaître les signaux. C'est pas possible qu'on ne reconnaisse pas les signaux. C'est pas possible qu'on ne se rende pas compte que le moment de la coopération Sud-Sud est arrivé. Ce n'est pas un hasard et on doit être rapide dans la transformation. On doit vite faire nos devoirs, dont a parlé Paulo d'ailleurs, au sujet des finances aussi, la valorisation de la biodiversité. Et je suis très heureuse d'être ici, professeur. Professeur Bosco va être avec nous au Green Rio le 31, le 1er et le 2 d'ailleurs. Ce n'est pas de la propagande que je fais là, ce que je vais vous dire, c'est qu'il y a d'autres signaux, disons, c'est-à-dire qu'au Green Rio, dans cet événement Green Rio que j'ai le plaisir d'organiser, j'ai d'ailleurs eu l'honneur d'avoir Paulo comme intervenant. Nelson aussi a été un intervenant. J'en suis très fier. Et vous êtes tous d'ailleurs invités. Mais en tout cas, soyez sûr, professeur Bosco, que nous allons porter ce message à Green Rio. Nous allons porter le message que c'est le moment de la coopération Sud-Sud. C'est un honneur, un grand honneur pour nous d'être ici. Merci beaucoup une fois de plus. Et vraiment bravo à la modératrice. Je sais que c'est un vrai luxe d'avoir une modératrice de cette qualité, donc félicitations pour ça. C'est moi qui vous remercie. Je me sens extrêmement honoré d'avoir été la médiatrice de ce panel, d'avoir pu apprendre tant, d'avoir pu partager avec vous. Je remercie également cette audience qualifiée qui est toujours à nos côtés. Qui est resté avec nous jusqu'à maintenant et resté d'ailleurs puisqu'on aura d'autres échanges. Merci beaucoup.